A one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Kevin Durant and his business manager, Rich Kleiman, on finding a trade for the franchise star. Apparently, Durant requested a trade from the Nets. Kevin Durant has requested a trade from the Brooklyn Nets. Kevin Durant has requested a trade from the Brooklyn Nets. C'est le coup de tonnerre de la semaine en NBA. À peine la free agency commencée, comprenez le mercato du basket, que Kevin Durant demande à être échangé. Autre grand mouvement, celui de notre Français Rudy Gobert qui prend son transfert à Minnesota en toute décontraction avec le YouTuber Mr V. Pendant ce temps-là, LeBron James, le King, continue de s'affûter dans le gym et le chef Steph Curry continue, lui, toujours de célébrer son titre de champion NBA. Fans chanting MVP. Steph tells them night-night. Grosse page free agency dans cette émission. Comment ça marche? Les plus gros mouvements de cette première semaine. Le cas Kevin Durant. Comprenez-vous ses choix de carrière. Puis focus sur l'échange de ce début de free agency avec le Français Rudy Gobert qui rejoint les Wolves du Minnesota. Est-il compatible avec l'autre intérieur star Karl Anthony Towns? C'est la question que l'on va se poser. Bonjour à tous, on a un gros line-up pour cette dernière de la saison. On va tout de suite accueillir nos hommes en duplex des États-Unis. Melvin Carcentier est là et Antoine Bancharel. Salut messieurs. Salut Sylvain. Salut à tous. En plateau avec moi, on a un homme issu du basket, il nous vient de Dijon, il est champion de France avec Chalon en 2017. C'est Abdoulaye Loum. Salut Abdoulaye. Salut. Comment va? Ça va et vous? Tu coupes un petit peu tes vacances pour venir dans Hype, ça fait plaisir. Hein. Merci, de rien. Deuxième invité, Hype, international français. On transite du basket au foot, mais c'est un très grand fan de foot. Il est passé, de basket, pardon, il est passé au foot, pardon, du côté de Porto, Valence, Everton. C'est Eliakim Mangala. Bonjour. Comment va? Très bien. Pareil, hein, en partance pour Miami, tu as fait un stop du côté de Paris pour être Hype avec nous. On sait que tu aimes beaucoup le basket, un certain LeBron James. Eh oui, The King. Je te pose la question tout de suite, Jordan ou LeBron ou pas? On attend un peu. On attend un petit peu? On attend un peu. Bon, on va se chauffer tous ensemble là pendant une heure. On va partir sur les news de la semaine et il y en a beaucoup puisqu'on parle de Free Agency. Let's go! Alors la Free Agency, je le disais en intro, c'est un peu le mercato du foot. Il y a quand même quelques différences notoires. On va essayer de les noter avec notre expert Antoine pour essayer de situer un petit peu cette période. Et ensuite, on essaiera de vous proposer des échanges, des prolongations, des signatures les plus hype. Et vous me direz ce que vous en pensez ici en plateau. Antoine, on t'écoute. La Free Agency, quand on parle de cette période aux États-Unis, qu'est-ce que ça représente et comment ça marche? En gros, ça commence officiellement le 30 juin à minuit. On se rend compte que ça commence avant puisqu'il y a des deals qui se font justement pile à minuit, donc c'est que ça a été quand même un petit peu discuté et décidé avant. L'idée, c'est que les contrats donc, arrivent à terme et que les joueurs puissent choisir leur destination. Il y a deux systèmes. Il y a Restricted Free Agent, où en gros, ils sont libres d'aller discuter avec d'autres équipes, mais si l'équipe dans laquelle ils sont déjà en train de jouer est capable de match l'offre, c'est-à-dire de donner les mêmes conditions qu'une autre proposition d'une autre équipe, il doit rester dans son équipe d'origine. Et sinon, il y a Unrestricted Free Agent, où là, donc, il est complètement libre, il n'a plus de contrat en cours et il peut aller signer où il veut. C'est aussi une période où il y a des échanges et je te laisse expliquer un petit peu tout ça. Oui, on va parler des échanges dans quelques minutes, même dès maintenant. On va faire un top 3 des trades que l'on a notés ici. Il y a peut-être des noms que vous allez pouvoir additionner. On les voit tout de suite. Donc ça concerne bien sûr le Français Rudy Gobert, 9 saisons à Utah, qui passe du côté des Wolves du Minnesota. Dejounte Murray, Spurs, meneur des Spurs All-Star, qui arrive du côté d'Atlanta. Et on a Malcolm Brogdon qui arrive d'Indiana Pacers pour aller du côté des finalistes NBA, les Boston
Celtics. Je m'arrête tout de suite en plateau et je me tourne vers Abdoulaye qui a un petit sourire. Parmi ces 3 noms, lequel est le plus hype pour toi? Est-ce que finalement c'est plutôt Rudy Gobert qui arrive du côté de Minnesota ou Dejounte Murray? Qu'est-ce qui te surprend un peu? Moi, ce qui me surprend, c'est Dejounte Murray. Parce que pour moi, il aurait pu rester à San Antonio et voilà, il pouvait construire autour de lui. Mais ils ont préféré le lâcher pour qu'il puisse voilà, s'envoler à Atlanta. Et je ne m'attendais pas à ce trade. Mais après, par rapport à celui de Gobert, je suis très excité. Très excité? Okay. Oui. On va développer le cas Rudy Gobert dans le focus. Moi, je me tourne du côté de Melvin, Dejounte Murray, les Spurs, la famille Spurs, tu connais un peu. Qu'est-ce que ça veut dire de transférer Dejounte Murray? Est-ce que finalement les Spurs ne sont pas en train de lâcher peut-être un peu la saison à venir pour aller chercher le plus haut choix de draft? Ah bah complètement. Je me suis rendu compte que c'est fort, mais ça ne peut pas être le joueur numéro 1 auquel tu construis pour aller chercher un titre. Donc du coup, il l'envoie à Atlanta. Ça a un gros tanking pour la saison prochaine. Et comme tu l'as dit, on sait que le numéro 1 de la draft prochaine devrait être notre Victor national, Victor Wembanyama. Donc c'est un joueur qui peut vraiment changer, comme ils le disent aux États-Unis, c'est un generational talent, c'est un talent qu'on voit qu'une seule fois dans des générations. Donc le but des Spurs, c'est vraiment de se positionner pour pouvoir drafter Victor. On va sur les signatures, donc les joueurs free agent qui signent dans une nouvelle franchise. On a une image à vous montrer. Ça concerne John Wall, notamment, Jalen Brunson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gary Payton Jr. et on a Otto Porter. C'est des noms, encore une fois, qu'on a synthétisés. Il y a plus de joueurs que ça. Je me tourne vers Eliakim. 2 joueurs sont champions NBA, donc dans le roster des Warriors. Gary Payton Jr., enfin 2 plutôt, et Otto Porter Jr. On a gagné un titre, mais on va chercher peut-être un contrat plus juteux dans une autre franchise. Est-ce que ces choix de carrière sont des choix qu'on peut comprendre? Encore une fois, après, c'est propre à chacun, tu vois. C'est ce que tu favorises le sportif ou tu favorises le côté financier. Parfois, tu peux avoir les deux. Et après, c'est vraiment une motivation personnelle et peut-être qu'ils sont essayés d'aller prendre plus d'argent aujourd'hui, puis ils feront d'autres choix plus tard. Ok. Les prolongations, on avance. D'autres noms, des joueurs qui étaient sous contrat dans leur franchise et qui ont donc prolongé. Alors là, ça fait beaucoup d'argent, vous allez voir. Prolongation de la free agency. Donc Nikola Jokic, un double MVP de la saison régulière en titre. 5 ans signe, donc 5 ans à 264 millions de dollars. C'est le contrat le plus élevé de l'histoire de la NBA. Je crois qu'il va tourner autour de plus de 50 millions par saison. Donc ça commence à faire beaucoup. Bradley Beal reste donc aux Wizards, 5 ans, 251. Devin Booker prolonge aussi, 4 ans, 224. Karl Anthony Towns, on va en parler. Karl Anthony Towns, 224, 4 ans. Zach LaVine aux Bulls, 215, 5 ans. Et Darius Garland, 193, 5 ans. Ja Morant, il y aura des bonus d'ailleurs pour Ja Morant, 193 et 5 ans. Il pourrait monter à 231 s'il fait quelques performances individuelles. Zion Williamson, qui n'a absolument pas joué la moitié de ses matchs pour sa franchise, arrive quand même à prolonger 5 ans pour 193 millions. Parmi, je reste avec Eliakim, donc on ne va pas parler des montants. Le foot, c'est pas mal, mais c'est pas ces montants-là. Je te voyais sourire par rapport à Zion Williamson. Il est inconcevable dans le foot de faire un tiers des matchs et de pouvoir prolonger 5 ans à ces sommes-là. Ouais, c'est vrai que dans le foot, ça arrive pas. Mais après, Zion, il a un profil et une projection qui fait que, donc ça peut être compréhensible aussi. Mais c'est vrai que dans le foot, c'est compliqué d'avoir ce genre de prolongation. Abdoulaye, en France, pareil, les salaires ne sont pas les mêmes. Tu observes peut-être un petit peu le début de carrière de Zion. Mérité. Sur la hype Zion peut-être, mais est-ce que dans le jeu, 5 ans à 193, c'est quelque chose qu'on doit lui donner? Le peu qu'il ait joué, quand même, c'est un gros joueur. Pour le peu qu'il ait joué, tourner à 27 points de moyenne sa dernière saison, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, c'est logique, même si je pense qu'il est encore assez fragile, même s'il est costaud. Ouais. Mais je pense qu'ils prennent bien soin de lui pour qu'il puisse revenir en forme et sans blessure. Et là, je pense que ça va être un autre problème.
Une question, Antoine, sur Zion Williamson. Les Pelicans, pas très gros marché quand on tient justement un oiseau rare comme l'est Zion Williamson. Forcément, on fait tout pour qu'il reste. Disons qu'ils n'avaient pas énormément le choix. Après, ça se comprend. Ça fait quoi, ce côté, comme tu l'as dit, le potentiel qu'il a montré. Ils ne savent pas s'ils pourront retrouver un joueur comme ça, quoi qu'il arrive. Il y a des choses qu'ils ont réussi à construire aussi. Ils ont des joueurs, ils ont un effectif. Il me semble, ils ont fait play-in cette année ou pas loin. Donc, il y a de quoi faire. Oui, ils ont fait. Ils ont fait play-in. Ils ont fait play-in. Une bonne fin de saison d'ailleurs pour les Pelicans. Un mot avec toi, Melvin, sur Nikola Jokic, le plus gros contrat de l'histoire, 5 ans, double MVP de la saison régulière. On sait que c'est un joueur magnifique, hein, très très fort basketteur, QI très élevé. Jusqu'où peut-il aller, Nikola Jokic, maintenant qu'il est installé pour 5 ans avec les Nuggets? Jusqu'où il peut aller. Le seul objectif maintenant pour Denver, c'est de jouer le titre. Ils vont récupérer Jamal Murray, leur meneur de jeu. Ils vont récupérer Michael Porter Jr., leur poste 3 titulaire. Donc maintenant, le seul objectif pour tout ce groupe à Denver, c'est le titre NBA. Je ne pense pas qu'on va avoir un Jokic MVP parce que ça va être compliqué pour lui de gagner 3 fois de suite. Mais par contre, c'est un joueur auquel tu peux construire. Et maintenant, il faut gagner. C'est le seul objectif. Le retour des grands un petit peu en NBA, hein, Abdoulaye, ça va te faire plaisir ça, que ce soit Rudy Gobert ou encore Nikola Jokic et même Joel Embiid, c'est des joueurs sur qui on mise et sur qui on donne des gros contrats. Oui, ça c'est sûr qu'enfin le retour des big men. Ouais. À cause de Steph Curry, c'était un peu disparu. Ouais. Voilà, mais bon, on revient et ouais, c'est une bonne chose, hein. Rudy Gobert, Joel Embiid, pour moi qui devait être MVP. Voilà, Nikola Jokic, voilà, et ça revient en force. C'est bien pour le poste, c'est bien pour le C'est bien pour le basket, c'est bien pour les grands, c'est bien pour le poste. Exactement. Voilà. Ça donne aussi la force à tous ceux qui veulent, à grande taille, essayer de percer aux États-Unis et de se faire une place. On pense bien sûr à Victor Wembanyama, même si le temps, il a encore un petit peu le temps. On va ouvrir un gros dossier maintenant qu'on s'est un petit peu échauffé. On va parler de Kevin Durant dans le débat de la semaine. Je le disais en intro, Kevin Durant veut partir des Brooklyn Nets. C'est tombé il y a quelques jours. Nos collègues américains ont lâché l'info, et notamment Adrian Wojnarowski. Est-ce que vous comprenez les choix de carrière de Kevin Durant? Donc quand je parle des choix de carrière, il faut qu'on donne un petit peu plus d'épaisseur à cette question. Kevin Durant, drafté en 2007 par les Sonics, devenu OKC plus tard. Il quitte OKC en 2016 pour rejoindre les Warriors. Il quitte les Warriors en 2019 pour rejoindre Brooklyn, en ayant cette volonté d'avoir son propre projet et d'arriver au terme de ce projet avec un trophée Larry O'Brien. Et on est 3 saisons plus tard, et Kevin Durant souhaite partir. Sur cette question, déjà, moi, je vous entends sur oui, non, et après, on va développer. Est-ce que, Abdoulaye, tu comprends les choix de carrière de Kevin Durant? Pas du tout. Pas du tout. Melvin? Oui. Oh, ok. Antoine? D'un point de vue individuel, plus ou moins. Eliakim? Même chose. Ok, d'un point de vue individuel plus ou moins. Antoine, on va rester avec toi. Tu vis pas loin de Brooklyn, New York. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'actualité Kevin Durant. Qu'est-ce qui se dit là dans les médias depuis, on va dire, 48-72 heures sur le cas Kevin Durant? On a un peu l'impression que c'est une situation bloquée. On est quelques jours après le début de la free agency. On a entendu des noms d'équipes, mais on ne voit pas les choses réellement bouger pour un joueur de ce calibre. C'est quand même un petit peu normal, puisque c'est venu de manière un petit peu surprise quand même. C'est une onde de choc là qu'on est en train de sentir un petit peu. Il y a eu tout le fiasco Kyrie Irving, dont on avait déjà parlé la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus, mais ça y est complètement lié. Et donc, KD a demandé à partir des Brooklyn Nets, alors qu'il il avait prolongé l'été dernier, donc il a encore 4 ans de contrat. Ça paraît absolument aberrant. Et du coup, maintenant, les Nets essaient de trouver une solution, mais il est évident que, vu la magnitude du joueur, de son contrat,
à quel point la situation est assez inédite aussi quand il reste autant d'années, ça peut pas se faire dans un claquement de doigts de trouver éventuellement un échange qui peut satisfaire les Nets. Donc là, le marché est un petit peu remué, ils écoutent un petit peu tout ce qui se passe et on va voir quelle va être la suite. Melvin, tu avais répondu oui à ma question. Est-ce qu'on comprend les choix de carrière de Kevin Durant? On t'écoute et ensuite, je suis sûr qu'ici en plateau, on va essayer de développer et de t'accompagner. Ouais, moi j'ai dit oui parce que tout simplement, quand il part d'OKC pour rejoindre les Warriors, il est agent libre. Et comme le disait Antoine, il était unrestricted, c'est-à-dire qu'il avait le droit de signer où il voulait. Donc il allait signer à Golden State. Alors certains peuvent poser des questions sur pourquoi il est allé là-bas. Et est-ce que c'était juste vu l'équipe qu'il y avait à Golden State? Mais il avait gagné le droit de partir, donc pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pareil pour son départ vers Brooklyn, il part en étant agent libre. Après, pour moi, la seule tâche où je pourrais mettre des questions, des points d'interrogation sur son envie de partir de Brooklyn, c'est cette année. Parce qu'il a 4 ans de contrat, mais par contre, il a aussi 34 ans. Et j'ai envie de te dire que s'il veut encore gagner des titres, le temps lui est compté. Donc, je peux comprendre pourquoi, après le fiasco Kyrie Irving, pourquoi il a envie de partir de Brooklyn et pourquoi il a envie d'essayer d'aller chercher un titre ailleurs. Eliakim, ton avis sur les choix de carrière de KD? Moi, je pense que comme ça a été dit, là, en fait, à partir du moment où tu es free agent, tu as le droit de partir, tu vois. Après, je pense qu'aussi, à un moment donné, il a voulu, surtout après Golden State, montrer qu'il peut gagner autre part. Et sachant que Golden State, c'est une équipe qui est avec un système très collectif. Je pense qu'il a voulu montrer que lui aussi peut porter une équipe sans spécialement avoir... Est-ce qu'il ne se trompe pas? Est-ce que le basket d'aujourd'hui, c'est pas cette dimension collective avec chacun à sa place et qui assume son rôle et on gagne ensemble? Tu vois, le basket des années un peu 90 avec Jordan qui est au-dessus de tout son monde, est-ce que c'est pas un peu fini ça, quelque part? Je pense que c'est oui, les temps changent, tu vois, il y a une évolution. Donc après, est-ce qu'il ne se trompe pas, s'il gagne tout seul, et on dira qu'il a réussi son choix, tu vois. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que là, aujourd'hui, avec l'histoire de Kyrie aussi qui s'est passé un peu, peut-être qu'il sent que c'est peut-être plus l'endroit pour pouvoir gagner des titres. Donc, il y a certainement il se passer des choses en interne qu'on n'est pas au courant. Donc, à part de là, si lui, il ne sent plus en phase, je pense qu'il est temps de partir, tu vois. À quel point, Abdoulaye, toi qui es dans les staffs pro, c'est important d'avoir cette cohésion de l'équipe et de lier son destin à un coéquipier? Parce que là, on parle de millions et on parle de legacy, on parle d'aller chercher des titres et on remet peut-être beaucoup de choses en question parce que le traitement d'un de ses coéquipiers n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Pour moi, déjà, quand les équipes qui gagnent les titres, c'est des équipes, ils ont des leaders. Ouais. KD leader ou pas? Pour moi, KD, c'est pas un leader parce que il apporte pas quelque chose qui fait gagner un titre. Okay. C'est un très très bon joueur. Développe quelque chose. Mais je pense pas qu'il rende meilleur ses coéquipiers. Voilà, pour moi, LeBron, il rend meilleur ses coéquipiers. Curry rend meilleur ses coéquipiers. Tu parles de leadership, on est bien d'accord? Ouais, oui, mais leadership, c'est ça, c'est positif. Être toujours derrière ses coéquipiers, voilà, les pousser pour gagner. Je pense que lui, c'est un joueur, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui joue pour lui. Melvin, et pas forcément pour... Melvin l'a côtoyé du côté de San Francisco. Est-ce que c'est l'image qui dégage? Parce qu'il a quand même, Melvin, il est assez ambivalent, notre ami KD quand même. Hein. Très fort joueur, introverti, capable d'être là de temps en temps, capable de ne pas être là de temps en temps. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Capable d'être là de temps en temps, pas du tout. Non, pour moi, il est toujours là. Quand il était à Golden State, c'était quelqu'un qui était adoré dans le vestiaire. Alors oui, ça s'est terminé un peu en queue de poisson avec l'histoire de Draymond Green, etc. Mais il était adoré dans le vestiaire et je ne suis pas d'accord sur son manque de leadership. C'est un gars qui est leader. Après, il n'est pas leader à la façon d'un LeBron James, à la façon d'un Stephen Curry. Et je pense que pour moi, je ne comprends pas qu'on dise qu'il rend pas. C'est qu'il n'apporte pas pour gagner des titres. On voit son palmarès. Je suis désolé. Le gars est complètement indéfendable. Il y a un moment donné, il faut remettre les choses en place, quoi. On parle de Kevin Durant. On parle d'un des 5 meilleurs joueurs de la NBA actuellement, peut-être un des top 10, top 15 de l'histoire. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse poser des questions comme ça. Après, sur sa façon de penser, oui, ça c'est clair qu'on peut se poser des questions.
mais ça reste un leader, ça reste un coéquipier. Il faudrait se rappeler que l'année dernière, il bat quasiment à lui tout seul Brooklyn en tirant Milwaukee, en tirant une équipe de Brooklyn qui était avec, j'ai envie de dire, 3 peintres et 3 plombiers. Et à ce moment-là, c'était un super leader. Donc, est-ce que tout a changé comme ça en un an? Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même ce qu'il a fait en NBA. Alors Antoine, qui a vu aussi Kevin Durant du côté de Brooklyn, sur cette notion de leadership, est-ce que, moi j'avais noté cette question, est-ce qu'on peut encore miser sur lui en tant que leader? J'ai ma réponse, j'en doute un peu. Dis-moi ce que tu en penses. Je pense que c'est compliqué quand même, honnêtement. Après, sur le terrain, oui, et je pense qu'il était adoré aux Warriors parce qu'il apportait des choses, etc. Peut-être même côté vestiaire, des choses qu'on ne sait pas forcément, où ça se passait bien, il n'y a pas de problème. Il y a eu des choses où on a vu, ça ne s'est pas bien passé quand même. Mais après, pareil, sur les peintres et les plombiers à Brooklyn, bon, je comprends la vanne Melvin, mais bon. Quand même, sur le leadership, Antoine, sur le leadership de KD. Non, mais ça en fait partie, justement. Je pense qu'il est capable, effectivement, de tirer, mais le jeu vient beaucoup à lui. Moi, le seul problème que j'ai avec KD, c'est que j'ai l'impression que ça fait partie de ces joueurs qui sont tellement individualistes. Il n'y a pas que le côté introverti, c'est que vraiment, ils pensent que par eux-mêmes, ils réfléchissent que par eux-mêmes, ils s'entourent de gens qui leur disent que ce qu'ils ont envie d'entendre, etc. Et ça me pose un petit peu un problème, parce qu'on voit que derrière, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Au bout d'un moment, la culture hyper individualiste, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir un petit peu accorder des violons avec tout le monde, surtout dans un sport collectif. Eliakim, sport collectif, c'est ton dada depuis de longues saisons. On parle de leadership. Tu es un leader, tu as été un leader. Quand tu observes un petit peu KD, quand tu vois aussi un petit peu les leaders que tu as fréquentés autour de toi dans le foot ou même ailleurs, tu côtoies peut-être d'autres sportifs de haut niveau, est-ce que tu ne te dis pas que KD, malgré son talent, manque peut-être de quelque chose pour passer ce step et être assis au niveau? Parce que quand on parle de KD, messieurs, on va parler de Kobe, de Jordan, de LeBron, de Steph Curry au niveau du leadership quand même. Donc est-ce qu'à ce niveau-là, il peut s'asseoir, pour reprendre une expression célèbre, à la même table? Après, comme ça a été dit avant, tu as différents types de leaders. Après, si là on compare, comme tu dis, au nom que tu viens de citer, peut-être que dans cette prise de parole, dans ce, de ramener les gens un peu, rassembler, c'est vrai que ça, c'est ce que, en tout cas, on ne voit pas du moins, tu vois. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, c'est peut-être ça qui lui manque justement pour aller, les gars, on y va tous ensemble, même si on sent que ça part un peu en cacahuète. Mais, par contre, comme il a dit sur le terrain l'année passée, quand il a fallu faire les choses, en fait, il les a fait seul parce qu'il n'avait pas le choix, il était seul. Ok. Tu vois la différence? Je vois, tout à fait. On essaie de se projeter un peu. On a dit que le move allait être difficile à faire parce que bouger un contrat de 198 sur 4 ans et trouver des contreparties, c'est compliqué. Par contre, Kevin Durant, lui, a une shortlist dans laquelle on a le Heat de Miami, si cher à Eliakim. On en parlera un petit peu tout à l'heure. On a également les Suns de Phoenix. Donc ça fait deux belles équipes. Est-ce que vous le voyez atterrir dans l'une de ces deux franchises et surgit le nom des Lakers aussi? On a entendu parler des Lakers. Très compliqué, bien évidemment. Donc ce sont que des rumeurs. Eliakim, on reste avec toi. Si on doit parler de ces trois équipes, est-ce qu'ils pourraient atterrir aux Suns, aux Heat ou éventuellement aux Lakers? Moi, j'aimerais bien le voir à Miami. Bien à Miami? Ouais, moi j'aimerais bien le voir. Après, c'est personnel. LeBron est passé, et puis KD aussi. Ouais. Qui sentirait bien à Miami, en tout cas. Ah, c'est sûr qu'il va se sentir bien, en tout cas. Puis la philosophie, je pense, de Pat Riley peut peut-être coller à celle de KD. Abdoulaye? Difficile, un jeu de pronostics comme ça. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Aucun des trois. Pardon? Aucun des trois? Aucun des trois. Donc, il reste, non, dans une autre équipe. Okay. Et je le vois pas dans les. Je le vois pas. Pour moi, je vois pas cette franchise-là lui offrir une possibilité après qu'il ait signé 4 ans. Ok. Antoine, sur cette possibilité que ce trade ne se fasse pas, est-ce que ça existe encore, ou est-ce que Sean Marks va forcément faciliter le départ de KD parce qu'on ne bloque pas une superstar comme Kevin Durant? Franchement, c'est difficile à prédire. C'est sûr que ça va être compliqué de dire de toute façon tu restes et tu dois jouer, etc. L'idée est quand même de trouver un accord, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui marche pour la franchise aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'était tellement compliqué en début de rubrique là, sur ce sujet-là de suite KD. C'est que, encore une fois, la situation est inédite, elle est compliquée, le challenge est très très élevé pour faire un trade
qui fonctionne à peu près, surtout qu'il y a d'autres passifs. Si on a parlé de Kyrie Irving, il y a aussi le trade de James Harden qui s'est passé donc dans l'hiver. Clairement, moi, j'ai pas la boule de cristal, je peux pas te dire exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un terrain d'entente? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se produire pour que finalement KD dise je reste un peu plus longtemps à voir, mais ça semble pas du tout être le message qui est lancé là. Raphaël Desroses, qui est un de nos consultants qui n'est pas là aujourd'hui, a tenu à s'exprimer sur le sujet. Il suit plutôt l'équipe de Brooklyn quand on parle de NBA, sans dire qu'il est fan. Je vous propose d'écouter et puis on essaie de discuter sur son point de vue. Alors, les destinations pour KD. C'est vrai que les Suns, c'est peut-être presque un idéal pour lui. Il y a un leader qui peut, du coup, faire ce que lui n'a jamais aimé faire, prendre la parole dans le vestiaire, etc. Il y a du talent et puis une équipe qui n'a pas franchi le cap du titre. Donc là, ça lui laisse une forme de légitimité. Les Lakers, j'y crois pas trop. Et puis ce serait une nouvelle fois de la triche. Un retour aux Warriors, je lui déconseille fortement et je pense que nous sommes des millions. Et puis le Heat, il y a ce problème avec la possibilité, et nos experts l'expliqueront mieux que moi, on ne peut pas avoir Bam Adebayo, et puis Ben Simmons dans la même équipe. Mais c'est vrai que ça aurait du cachet aussi, une équipe qui a été en finale, mais qui n'a pas cette fameuse bague. Donc ça m'intéresserait aussi. Et puis, je voudrais quand même parler des Pelicans, qui serait à mon sens le meilleur deal pour les Nets. Maintenant, est-ce qu'ils vont chercher à satisfaire KD? Mais on pourrait récupérer un Brandon Ingram qui a un profil similaire à KD du pauvre. Pas mal de choix de draft. Donc voilà pour moi les éventualités. Si je suis côté Nets, j'étudie soit pour moi la Nouvelle-Orléans, soit pour KD, les Suns. On se repose la question, les Suns ou la Nouvelle-Orléans comme notre ami le suggère? Je dirais les Suns. Les Suns, en plus, ouais. On est bien d'accord. Sur un retour de KD aux Warriors, Melvin. Non, mais Rumeur. non, je veux dire, c'est absolument pas possible. Alors oui, il y a plusieurs journalistes américains qui sont très bien connectés ici dans la baie, qui expliquent que les stars des Warriors ne seraient pas contre. Mais je pense que pour Kevin Durant, ça fait pas sens. Pour les Warriors, ça fait pas sens après avoir expliqué qu'ils ont cette vision d'avoir deux timelines, c'est-à-dire la timeline de Steph Curry, Draymond Green et Klay Thompson, qui sont un peu plus âgés, et puis cette timeline plus jeune avec les joueurs qu'on voit ici qui seraient envoyés dans le deal, pour pouvoir construire vraiment une équipe, j'ai envie de dire, qui peut s'installer après le départ à la retraite, par exemple, de Stephen Curry. Donc je pense pas que ce sera possible. Il y a une équipe dont on n'a pas parlé, c'est Toronto, où je pense que plus que la Nouvelle-Orléans, s'il finit pas à Phoenix, je pense qu'il finira à Toronto parce qu'ils ont les joueurs. Ils ont aussi un président des opérations basket en Masai Ujiri qui est extrêmement bon pour faire ce genre de deal. Et puis, ça peut être un défi sympa parce que si tu gagnes à Toronto, on l'a vu avec Kawhi Leonard, tu gagnes pas juste pour la ville de Toronto, tu gagnes pour tout le pays du Canada. Bon, à suivre, hein, ça ne devrait pas se décanter tout de suite. Abdoulaye, on va finir avec toi cette discussion autour de la legacy, donc l'héritage de Kevin Durant. Est-ce que c'est pas déjà brouillé un petit peu entre ces déclarations dans les timings un petit peu particuliers, les Warriors qui sont champions sans lui, 4e titre de la bande de Steph Curry. Est-ce que tout ça, ça contribue pas un peu à ternir finalement l'image du joueur? Je pense que il a eu un peu mauvaise que les Warriors ont gagné, je pense. Parce que voilà, il a vu qu'ils ont gagné sans lui. Et je pense il avait déjà gagné sans lui en 2015 ? Oui, voilà, mais il les a rejoints pour battre LeBron. Mais voilà. Et je pense qu'il a un peu mauvaise, donc voilà, il essaye sauver la face, peut-être. Voilà, il essaye de choper une équipe pour gagner un dernier titre. Bon, c'est curieux quand même, hein, parce qu'on ne sait pas encore s'il va partir de Brooklyn, mais ça semblait être le projet où tout tournait autour de lui, et un projet qui est en train d'exploser pour des raisons assez obscures. On essaiera de suivre, bien sûr, ensemble cette actualité Kevin Durant, qui devrait, à mon avis, traîner en longueur. On va s'arrêter là pour cette discussion. On va discuter, par contre, avec nos deux invités dans l'interview décalée. Moment détente de l'émission, on va faire ça de manière un petit peu différente, parce que d'habitude on a un consultant, un invité, là vous êtes deux invités, ça nous fait bien plaisir. Eliakim Mangala, international français, et Abdoulaye Loum, champion avec Cholet en 2017.
Chalon en 2017, champion de Betclic Elite. Question un petit peu ouverte pour vous. On va alterner, ok? Donc une question tu préfères, une question tu préfères et on enchaîne. Ça vous va? C'est parti. On va commencer par toi, Abdoulaye. Le maillot de Dijon, domicile ou extérieur? Extérieur. Pourquoi? Parce qu'il est noir et voilà, il fait un petit flow. Ok, à domicile, c'est chaussettes pas... noires, chaussures noires, tout en noir. C'est le flow, quoi. Voilà. Ok. Bon, domicile, c'est pas ton truc, quoi. Eliakim, musculation ou cardio? Parce qu'on sait que sur les deux, t'es très sérieux. Muscu. Muscu? Ouais. Ok. Muscu développé, muscu... Ah, de tout. Tout? De tout, en général. Ok. Tu te prépares, là? Là, j'ai recommencé, ouais. T'as recommencé? Ok. Contre destructeur ou dunk ravageur? J'aurais dit contre. Contre? Ouais. Ok. Contre. Tu préfères dunk, non? Dunk, si, ouais, mais contre, c'est plus mon truc. C'est plus ton truc? Ouais. Ok. L'hygiène de vie de CR7 ou celle de LeBron James? Ouh. Là, il y a match, hein? Un match, hein? Mais les deux sont très sérieux. LeBron James qui va encore perdre du poids, d'ailleurs. Apparemment, il voudra revenir à son poids de rookie. Donc, pas loin des 110, quelque chose comme ça. L'hygiène de vie de CR7 bah, les ou deux. celle de LeBron James? Les deux? Bah, les deux. Il a du mal à répondre, Eliakim, parce que LeBron, c'est quelqu'un qui l'apprécie. Casquette à l'endroit ou casquette à l'envers? À l'envers. À l'envers? Ouais. Pourquoi? Flo? Quel type de casquette? Un peu snapback ou... Ça dépend, snapback, ça peut être tout. Hein. Génération section d'assaut. Génération section d'assaut, c'est pour ça. LeBron, tiens. LeBron ou Zidane? Pour Eliakim. LeBron James ou Zidane? LeBron. LeBron? Ouais. La carrière, la longévité? Ouais. Après Zizou, c'était la magie, tu vois. Ouais. Après LeBron, il y a de tout, il y a le travail, etc. Tu vois, c'est... Quand est-ce qu'a commencé, si tu veux, la hype LeBron, selon toi? Miami, c'était déjà Cleveland? C'était déjà Miami, puis son retour aussi après à Cleveland, tu vois. Quand il prend le titre en 2016. Son retour, tu vois, qui revient, tu vois, et il fait gagner sa ville, tu vois. On l'a vu, c'est la semaine dernière, il y avait la draft du côté de Brooklyn et Kylian Mbappé était présent pour signer quelques contrats. On voit aussi Paul Pogba souvent du côté de Miami avec Jimmy Butler. Est-ce que toi, tu as des connexions avec certains basketteurs, NBA ou autres d'ailleurs, hein, en France ou ailleurs? Ouais, non, moi j'ai pas trop de connexion avec en tout cas personnellement, non. Ok. Tu vas dans les salles un peu, par contre, voir les matchs? Ben, j'étais, figure-toi en fait que le premier match c'était le novembre passé, mis au Hit. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais en vacances, puisqu'il y avait les périodes internationales, bah, c'était fini la saison. C'était fini, la saison, les joueurs ne jouaient plus. Les plus fini. Ok. Kobe ou LeBron James? On sait que tu es fan d'une équipe située un peu du côté ouest des États-Unis, en Californie. Kobe ou LeBron James? Kobe Bryant ou LeBron James? Je respecte beaucoup Kobe. Ouais. Mais moi, je suis un... T'es un LeBron aussi? Un LeBron. Moi, je kiffe LeBron. Je pourrais le défendre tout le temps. malgré bon, les saisons un peu là. Mais et lui reste un top joueur. Top joueur. Moi, toujours. Toujours LeBron. Toujours LeBron, meilleur de. Fashion style, on va parler. Chill ou chic? Chill. Chill? Ouais. Donc le petit t-shirt, ouais, etc. Tranquille quoi. On n'en fait pas trop. Cool. D'ailleurs, s'il y a un joueur, quel joueur est le plus fashion pour toi? Quand on parle de foot ou même tout sport confondu, s'il y a un nom qui vient comme ça. Pogba, il aime mieux de fashion, toi. Pogba, Paul, là-bas. Ouais. Coupe de cheveux, les vêtements et tout. Ok. Le vinaigre d'Orléans ou la moutarde de Dijon? Pour Abdoulaye. Le vinaigre d'Orléans. Aucun des deux? T'es pas... Ah non. Ok, assaisonnement, c'est pas ton truc? C'est pas mon truc. FIFA ou NBA 2K? FIFA quand même. FIFA quand même? Ouais, quand même. Tu prends une équipe, t'as une équipe préférée à FIFA? Non, je change tout le temps. Tu changes tout le temps? Ok. Tu prends l'équipe où il y a une équipe peut-être, non? Non. Même pas. Allez, dernière question. Ton titre de champion de France 2017 ou la Leaders Cup 2020? Donc Chalon 2017, hein, pour me reprendre, ou Leaders Cup 2020 avec Dijon?
Attention, il y a des Dijonnais qui t'écoutent. Non, mais franchement, Leaders Cup 2020, plus émotionnel. Ok, parce que voilà, on a vraiment taffé dur pour arriver là et personne ne s'attendait à. Encore une fois. Voilà. Okay. Et on l'a fait. C'était un titre symbolique. Et on finit avec Eliakim, des joueurs sûrement avec qui tu as joué. Bakary Sagna ou Yaya Touré? Les deux. Les deux? C'est différent, mais ouais, les deux, les deux. Ouais, non, les deux. Des petites histoires un Après, peu. Après, Baki, comme je suis proche de Baki quand même. Ouais, quand même. Ouais. Encore aujourd'hui? Ouais. Ok. Bon, bah, messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions. On va enchaîner tout de suite. Il faut qu'on parle d'un Français qui vient d'être transféré du côté du Wolves de Minnesota. C'est Rudy Gobert dans le focus de la semaine. Retour sur la Free Agency, on parle de Rudy Gobert, 9 saisons du côté de Utah, qui vient d'être transféré du côté des Minnesota Timberwolves. Alors, surprise ou pas, je vais vous poser la question dans quelques minutes, mais on va surtout rendre à César ce qui appartient à César, puisque Melvin avait prédit, en tout cas, ce scénario quand on parlait de la priorité qui était donnée à la franchise, soit à Donovan Mitchell ou à Rudy Gobert. Je vous propose de vous replonger dans cette petite séquence. Il va avoir beaucoup de questions, et la première pour moi, c'est de savoir est-ce que Donovan Mitchell veut rester, parce qu'il lui donne clairement les clés de la franchise. Ils ont fait ce choix, je pense, entre lui et Rudy. Et je pense que si Donovan Mitchell dit écoutez les gars, moi, j'ai pas envie de rester, je demande à être tradé, ça ouvre la porte à Rudy pour rester à Utah. Mais je pense que si Donovan Mitchell reste, à mon avis, j'ai du mal à voir Rudy avec le même maillot la saison prochaine. Bon, c'est un débat intéressant, une discussion intéressante. Je suis pas sûr que Donovan soit consulté avant Rudy pour les choix justement de rester ou partir. C'est mon sentiment. Hein. Mais on essaiera d'en discuter quand il y aura de l'actu autour de ces deux-là. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Voilà, bah on en discute parce qu'il y a de l'actu. Je reconnais un mea culpa, Melvin qui avait bien senti le coup. On va présenter pour ceux qui découvrent encore Rudy Gobert, palmarès incroyable, 3 fois All-Star, 4 fois All-NBA, 3 fois meilleur défenseur de l'année, top rebondeur 2021-2022 et top bloqueur, donc les contres, ça parle à Abdoulaye, 2016-2017, voilà. Ça, c'est le palmarès, bien sûr. Pour Rudy Gobert, on peut aussi présenter quelques stats sur la saison 2021-2022. 15,6 à 71% de réussite. Il y a une passe, mais il y a quand même quasiment 15 rebonds. Donc, joueur omniprésent. On rappelle que c'était la pierre angulaire sur le plan défensif aussi du système du Jazz. Voilà, tout ça est parti un petit peu en éclat. Première question, Eliakim, est-ce que ce move te surprend? À partir du moment où Donovan il décide de rester, je pense qu'il va faire un choix et je pense que c'est un choix plutôt logique. Ok. Abdoulaye 9 saisons au Jazz. Ouais, c'est... Une page se tourne, quoi. Ouais, c'est une page qui se tourne pour lui. Je pense que c'est une bonne chose. Un peu moins pour Utah, je pense. Un peu moins pour Utah? Un peu moins pour Utah. Okay. Parce que pour moi, Gobert était le joueur qu'il fallait garder pour leur défense et il couvrait tout. Ouais. Et le fait qu'il parte... on va voir que sans lui, ça peut potentiellement être différent. On va peut-être voir le manque. Ok. Je me tourne vers mes deux experts américains. Une question concernant Utah. Est-ce que Utah fait le bon choix de se séparer de Rudy Gobert? Melvin. Pour moi, vu le retour, donc on parle de 3 joueurs dont il me semble 2 ou 3 en contrat qui expirent à la fin de la saison et 4 premiers tours de draft, ce qui est énorme. Je crois qu'il faut bien remettre ça dans le contexte, c'est-à-dire que Anthony Davis, quand il se fait trader, c'est 3 premiers tours de draft. Là, c'est 4 premiers tours de draft. Donc pour ce pactole, Utah a évidemment raison de faire ce trade. Après, comme le disait Abdoulaye, c'est vrai que c'était une pièce essentielle d'Utah, mais ce Utah-là, c'est fini. Maintenant, tu reconstruis avec Mitchell. Tu ne vas pas avoir du tout le même style de jeu. Il y a un nouveau coach. Il ne faut pas oublier aussi que Rudy a 30 ans et Donovan Mitchell a 25 ans. Donc, tu mets l'accent sur la jeunesse. Et puis, le contrat de Rudy, même si on a montré son palmarès qui est énorme,
son contrat, quand il va avoir 34-35 ans, ça risque de faire beaucoup de payer un pivot quasiment 50 millions la saison. C'est un peu compliqué. Donc moi, je donne le thumbs up pour Utah vu ce qu'ils ont réussi à récupérer pour lui. Antoine, même question. Bon choix ou pas de se séparer de Rudy Gobert, effectivement à l'apogée de sa carrière, mais peut-être que le contrat est un peu lourd sur les 4 prochaines saisons. Est-ce que Utah ne pouvait pas non plus espérer sur 1 à 2 saisons là, d'aller chercher peut-être un titre NBA? Ouais, c'est justement ça où moi j'ai un vrai problème, quoi. C'est que Utah donc, arrête de vouloir jouer le titre. Maintenant, tout ce qu'ils font, ils gardent une star dont ils peuvent satisfaire les demandes, qui est de créer un système autour de lui pour qu'il fasse beaucoup de stats, pour qu'il puisse faire peut-être All-NBA, All-Star, etc. Continuer à demander plus d'argent, puisque dès qu'on parlait des contrats, etc., si justement il remplit ces conditions-là, il pourra demander plus d'argent. Donc en gros, on observe de plus en plus d'ailleurs en NBA des franchises qui finalement font plus des choix pour satisfaire encore une fois des demandes individuelles de joueurs et des perspectives très individualistes, et qui ne sont pas du tout là pour un collectif, aller chercher le titre. Je suis sûr que Donovan Mitchell, dans sa tête, oui, il se dit qu'il peut aller jouer un titre en jouant de la manière qui maximise le mieux son potentiel, son style de jeu, etc. Mais moi, ça ne me paraît pas, en tout cas, un projet plus costaud que d'essayer d'aller gagner le titre, tout simplement en injectant un petit peu des notions collectives à tout le monde et essayer d'accorder les violons. On a une petite image de Rudy Gobert, sûrement sur son lieu de vacances, avec son pote Mister V, où on imagine qu'il apprend, ou il a appris son transfert. Il a l'air plutôt détente. Rudy, on vous montre ça et puis on continue à discuter ensemble. Voilà l'image. Bon, c'est peut-être surprenant de le voir comme ça, mais finalement, Rudy, c'est peut-être quelqu'un, toi qui le connais peut-être un peu, Eliakim, quelqu'un de finalement très, très serein, quoi. On fait que du sport, quoi. Après, il y a aussi un système aussi qui est comme ça en NBA aux États-Unis, qu'il n'y a pas dans le foot. Donc, à un moment donné, peut-être ici attendait ou pas, je ne sais pas, tu vois, mais le système fait qu'il est comme ça et la vie continue à un moment donné. Hein. Il a quand même une franchise et il pourra encore avoir plus d'ampleur aussi. Sans faire de comparaison un peu facile, on a l'impression que peut-être qu'au foot, vous avez peut-être un peu plus votre destin entre les mains, de choisir un peu, de partir dans les timings qui semblent être les vôtres. Alors, il y a quelques clashs, hein, il y a des situations aussi qui peuvent être assez conflictuelles. Alors que là, aux États-Unis, vraiment, du jour au lendemain, tu apprends que tu as été transféré à New York. Comment on gère ça quand on est un peu dans cette indécision en tant que sportif de niveau? Incertitude, pardon, même d'ailleurs. Personnellement, c'est une situation que souvent, quand je vois ça, je me dis waouh. Parce que après, si tu as une famille, etc. aussi, tout simplement, du jour au lendemain, tu n'as pas ton mot à dire. Alors que dans le foot, tu as le dernier mot quand même. Donc, ça donne d'avoir un peu la maîtrise un peu sur ton avenir, ta carrière, etc. Alors que là, eux, mais bon, après, ils connaissent le système. Ils connaissent le système, c'est peut-être un petit peu plus facile. Rudy Gobert qui a tweeté donc, pour son départ un mot en guise de lettre d'adieu. Donc Utah, je n'étais qu'un enfant de France quand je suis arrivé il y a 9 ans, mais je me suis senti accueilli et soutenu dès le premier jour. J'ai grandi en tant qu'homme, en tant que joueur sous vos yeux et je suis reconnaissant de chaque moment. Utah et sa communauté auront toujours une place spéciale dans mon cœur. Merci. Le voyage continue. Voilà pour Je vous aime, pour être tout à fait complet. Voilà pour la lettre d'adieu de Rudy. On se projette maintenant sur son présent. Son présent, c'est les Wolves de Minnesota. Comment il peut s'adapter? Et surtout, peut-il être compatible avec un certain Karl Anthony Towns, qui est un intérieur comme lui? On va se poser la question avec Abdoulaye. Et All-Star comme Rudy Gobert. Pour moi, c'est compatible. Compatible ou incompatible? Compatible. Parce que Anthony Towns, c'est plus un intérieur shooter. Okay. Même s'il va à l'intérieur aussi, mais au large un petit peu. Voilà, il aime bien aller au large, il aime bien tirer. Et Gobert, en guise de protection. Okay. C'est surtout en défense ça va être compliqué d'aller. Ça va être compliqué d'aller dans la raquette, mais c'est un gros duo. C'est un gros duo. Toi, tu les vois faire des choses de manière performante. Franchement, après, je pense que c'est, comme on dit, c'est partout pareil, c'est l'entente. Ok. Je ne sais pas comment ils vont s'entendre. D'accord. Mais en tout cas, baskettement parlant, les deux combinés, c'est... Je parlais de... Bon,
d'entente sur le plan du jeu. Là, tu viens de le mentionner, tu penses que ça peut coller. Quand j'ai fait mon lancement, je parlais de All-Star. Il y a 2 All-Stars. Donc, Lego dans le vestiaire, qui est leader. De temps en temps, il faut pouvoir être exposé. Est-ce que ça ne va pas poser quelques soucis? Je me tourne encore du côté des sportifs de haut niveau, qui est Eliakim Mangala. Quand tu accueilles comme ça quelqu'un qui n'est pas vraiment sur ton poste, mais pas loin, et qui a un contrat élevé et qui est aussi au niveau All-Star. Comment on gère ça? Après, là, ça dépend la personnalité de chacun, en fait. Est-ce que tu vois ça comme une menace ou si tu vois quelqu'un qui arrive pour aider l'équipe? Ok. Tout dépend, encore une fois, si tu es dans l'individu ou si tu dis, ben non, quelqu'un qui apporte à l'équipe et ensemble on peut faire des choses, en fait. Okay. C'est propre à chacun, encore une fois, et c'est là qu'on va voir justement comment ça va fitter entre les deux. Exactement. Melvin, l'association des deux, avant de te faire réagir, je te lis une décla, celle de Rudy Gobert, hein, ça date du 4 juillet dernier. Lui et moi, nous avons, en parlant donc de Karl Anthony Towns, lui et moi, nous avons toujours été opposés au cours de notre carrière. Jamais je n'aurais imaginé qu'on jouerait ensemble. Ça peut donner quelque chose d'incroyable. Donc Rudy Gobert est, lui, clairement positif. Oui, il est clairement positif, ce qui est normal. Je pense qu'aux États-Unis, le son de cloche est beaucoup plus négatif. C'est-à-dire que, sur le prix demandé par Rudy Gobert ou par Utah pour Rudy Gobert, et justement sur cette alliance avec Karl Anthony Towns. Personnellement, je demande à voir, c'est difficile. J'ai du mal à m'imaginer, surtout en attaque, comment ça va marcher. En défense, je pense que Rudy répond aux 2 faiblesses qu'on a vues de Minnesota pendant les playoffs. 1, le rebond, et 2, la protection du cercle, notamment en playoffs avec Ja Morant qui les a un peu cisaillés en attaquant le cercle à répétition. Donc je pense qu'en saison régulière, ils vont être très bons. Je demande quand même à voir en playoffs, quand on a des équipes qui vont jouer entre guillemets petits, comme les Warriors peuvent le faire, comme les Clippers peuvent le faire, comme Dallas l'a fait contre Utah la saison dernière. Comment est-ce que ça va fonctionner avec les 2 grands sur le terrain? J'applaudis je pense que c'est un pari risqué, mais j'applaudis la prise de risque de Minnesota. Focus un peu, on va sortir de la NBA, mais l'équipe de France version Tokyo 2020, où on a beaucoup de grands intérieurs dans cette équipe de France, Rudy Gobert, Mustapha Fall, Vincent Poirier, qui jouent très grand face à Team USA et qui arrivent à prendre un match 1 en poule et à être plus que des sérieux prétendants en finale olympique. Est-ce que c'est pas un peu l'idée que pourrait récupérer Minnesota, de jouer avec vraiment 2 grands et d'essayer de dominer un petit peu à l'intérieur? Antoine? Oui, et puis même si on regarde du côté de la NBA, c'est vrai que cette année, il y a des équipes qui ont surpris. Boston qui va jusqu'en finale, Cleveland, les Cavaliers, qu'on n'attendait pas du tout, qui ont fait une très bonne saison, surtout au début, et surtout avant la blessure de Ricky Rubio, qui lui aussi d'ailleurs a re-signé là, cet été. Memphis aussi, a des grands, on en parlait, heureusement que Melvin m'a envoyé un petit truc parce que j'oubliais justement les Grizzlies. Mais franchement, ouais, on voit qu'il y a il y a un modèle qui essaie de se créer autour de ça, justement, où on va jouer sur plus physique, plus de taille, etc., pour justement exister différemment dans ce basket qui allait de plus en plus vers le small ball. Donc, à voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est certainement, comme le disait Melvin, quelque chose qui est un petit peu risqué, qui va nécessiter d'avoir un coach qui vraiment pense bien les choses, d'avoir un organisateur de jeu, que ce soit l'ailier, que ce soit le meneur, qui arrive à bien faire cette transition vers le jeu intérieur, même si encore une fois, Kat peut s'éloigner, même on lui reproche souvent de trop vouloir s'éloigner. Mais j'attends de voir. J'aime bien les choses intéressantes comme ça, un petit peu qui surprennent. Donc je demande à voir. Alors le 5 majeur, on vous l'a affiché, on peut peut-être le réafficher potentiel. On est bien sûr loin de démarrer la prochaine saison NBA. D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Jaden McDaniel, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. Voilà le 5 majeur potentiel. On a l'impression que ça peut jouer. Est-ce que, comme le dit Rudy Gobert, l'objectif c'est d'aller loin en play-off et donc être une équipe déjà très sérieuse pour la saison prochaine? Melvin? Oui, clairement, quand tu fais ce genre de move, je pense que maintenant le but c'est, j'ai envie de dire, à minima un 2e tour de conférence et peut-être un titre. Personnellement, je les vois pas prétendants parce que je pense qu'ils vont mettre du temps pour que la mayonnaise prenne, ça va prendre du temps. Et puis défensivement, j'ai quand même des questions sur le reste du roster. On sait que D'Angelo Russell c'est plutôt transparent en défense. Kat c'est pareil.
Oui, tu as Anthony Edwards et Jalen McDaniels qui ont montré des belles promesses défensivement, mais est-ce qu'ils vont passer un cap? Je ne sais pas. Donc pour moi, je les mets toujours derrière, que ce soit les Warriors, les Clippers qui vont être très forts, Denver va être très fort, Memphis. Est-ce que les Lakers vont pouvoir revenir au premier plan? Il y a une conférence, faut pas oublier que la conférence Ouest l'année prochaine, ça va être la guerre, quoi. Il y a 10-12 équipes qui peuvent prétendre aux playoffs facilement. Bon, on va suivre l'évolution de la construction des Wolves, puisqu'il devrait y avoir encore quelques moves. La free agency n'est pas terminée. On en conclut sur ce focus ensemble. C'est notre dernière émission de la saison, donc on va essayer de se faire un petit récap ensemble. J'ai une question pour vous tous. On est dans une émission hype. Dites-moi à peu près quel est le moment le plus hype de votre saison, le moment qui vous a un peu enchanté, que vous allez retenir. Il s'est passé pas mal de choses. Je vous guide un peu. Le record à 3 points de Steph Curry, meilleur marqueur de tir à 3 points sur l'ensemble de saison régulière. Il y a le titre des Warriors. Voilà. Dites-moi un petit peu l'émergence de Jason Tatum, notre ami LeBron qui est encore au top, même si les Lakers c'était pas ça. Dites-moi un peu ce que vous allez retenir de cette saison NBA. Eliakim. Ouais. Ja Morant. Ja Morant. Ah, je n'ai pas cité Ja Morant. Oh oui, l'émergence de Ja Morant, clairement. MIP, Ja Morant, Most Improved Player, les joueurs qui a le plus progressé en NBA. Rapidement, pourquoi? Parce que explosif, quoi. Tout, déjà, il a confirmé sur sa deuxième saison et puis il était injouable à un moment donné. Ouais, il était injouable. Déjà injouable, Ja Morant, joueur qui fait que progresser, inarrêtable. Ça me fait penser à un Allen Iverson, un peu plus grand. Ja Morant. Derrick Rose, ok. Abdoulaye me corrige. Un peu plus dans les qualités athlétiques, quoi. Ouais. Ok. Toi, Abdoulaye, qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Moi, je retiens le All-Star Game, les 16 3 points de Steph Curry. Oh oui, le record de tir à 3 points dans un All-Star Game. Il finit à 50 points. Il est élu MVP. Ouais, belle perf. Grosse année de Steph Curry, de toute façon. Il a raflé beaucoup de choses. Melvin, qu'est-ce que tu vas retenir de cette saison? Moi, j'ai 2 souvenirs qui sont liés. Le premier, c'est le retour de Klay Thompson contre Cleveland début juin, parce que en ayant la chance d'être sur place, c'était vraiment une soirée émouvante, parce qu'il faut le rappeler, Klay Thompson avait raté 2 saisons avant de revenir, en se faisant une rupture des ligaments croisés du genou gauche ou du genou droit, et une rupture du tendon d'Achille, ce qui est énorme. Donc son retour exceptionnel dans la baie, de pouvoir être dans la salle. Et puis après, je ne peux pas ne pas mentionner le Game 4 des NBA Finals avec la performance exceptionnelle de Steph Curry. Et puis en plus, j'étais dans la salle, assis à côté d'Antoine. Voir des matchs à côté d'Antoine, c'est quand même toujours particulier. Les chanceux. Je pense que vous en avez bien profité. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé après, d'ailleurs. Ça reste entre vous. Antoine, est-ce que tu gardes comme souvenir hype de cette saison? Alors juste pour dire ce qui s'est passé après, on était en deadline, donc on n'a pas pu faire énormément la teuf, je te dis tout de suite. C'est pas si excitant que ça non plus, faut pas non plus s'imaginer des trucs. Mais non, la réalité, c'est que sinon, ce que je vais garder en retenir personnellement, ouais, mais il y a de très bons souvenirs quand même. Je veux dire, les matchs, les avant-matchs, etc., sont toujours un vrai plaisir. Professionnellement et personnellement. Sinon, ce que je vais retenir, encore une fois, Curry, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé du côté de Boston, ce qu'on a vu en playoffs, etc. Ça a été une surprise, donc c'était bien. J'aime beaucoup, moi, ce qui est un peu surprise, ce qui change, ce qui n'est pas trop ce qu'on avait anticipé ou ce qu'on veut prédire à l'avance. Par contre, là-dessus, je pense que quand même, on sentait que les Warriors avaient très très faim depuis le début de la saison, qu'il pouvait se passer quelque chose, et là, ça s'est passé. Et encore une fois, Curry, le record de 3 points aussi en carrière au Madison Square Garden, que personnellement j'ai pu vivre aussi du coup, puisqu'on parle un petit peu de ce qu'on a pu vivre, ce qu'on retient, etc. Ça a été l'année Curry, ça a été l'année des Warriors, même s'il y a eu plein de belles histoires. C'était au-dessus de ce qu'ils ont fait, quoi. Je partage, Curry cette année est complètement dingue. Moi, ce que je vais retenir, c'est l'arme. C'est l'arme à la suite du titre obtenu sur le terrain des Celtics. On voit tout l'homme qu'il est, quoi. C'est-à-dire qu'il est effectivement performant, il emmène tout le monde avec lui, mais il a aussi les émotions. C'est super pour tout un chacun de pouvoir
pouvoir assister à tout ça. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur cette première saison de Hype. On en a fini pour cette émission. On va remercier bien sûr tout le monde qui nous a permis d'exister et de produire cette émission chaque semaine. On pense à Romain Schindler, on pense à Vincent Bourges. On va remercier aussi les équipes techniques de Sport en France, François Caudal pour toute la partie un petit peu conceptuelle et Lucien Jahan qui a répondu au challenge que je lui ai opposé chaque semaine. Big up à lui. On va remercier Abdoulaye qui est venu de Dijon, qui a cuté ses vacances au soleil pour nous. Merci Abdoulaye. Prends soin de toi et puis on se retrouve très vite sur les antennes de Sport en France pour de la BetClick Elite. Il repart du côté de Miami. Eliakim Mangala, international français, passé par Manchester City, Everton, Valence, le FC Porto, fan de basket. Maintenant, vous allez pouvoir aller sur les réseaux sociaux et lui parler un peu de basket et de LeBron James. Et je pense que vous aurez de belles discussions avec lui. Merci beaucoup, Eliakim, d'être venu. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte. Pas de souci. Merci à nos deux amis en duplex et toujours à l'heure, toujours présents, toujours affûtés pour parler de NBA, Melvin et Antoine. Un big up à Angelo qu'on n'oublie pas, retenu pour des activités professionnelles puisqu'il est sélectionneur de basketball 3-3. Raphaël aussi, Mélissa, toute la team. On se retrouve à la rentrée pour plus de Hype NBA. Ciao.